Patrick Coupchou, vous êtes journaliste. Vous venez d'écrire un livre, Un homme comme vous, essai sur une humanité de la folie, paru aux éditions du Seuil. Je trouve que la formule d'Angle-Mort est excellente et je pense que je vais reprendre à mon compte. Mais en fait, mon idée, c'était d'abord de dire de quoi on parle, tout simplement. Et c'est pas innocemment. C'est-à-dire qu'en fait, je considère que la folie, aujourd'hui, elle est noyée dans toute une série de choses. Elle est niée. Et que quand j'ai lu, parce que ce passage s'appuie sur les travaux de Gaetano Benedetti, un grand psychiatre italien, quand j'ai lu ses travaux, quand j'ai vu sa trajectoire, j'étais absolument impressionné par sa description de la psychose. Et en même temps, par sa capacité à montrer que la psychose, que le psychotique est un être humain. Je donnerai juste un exemple. Il dit par exemple que l'angoisse du psychotique, c'est la même que la nôtre. Et il compare ça à un bruit blanc, le bruit blanc qu'on entend dans l'univers, qu'entendent des astrophysiciens. Et il y a une différence de degré, mais c'est fondamentalement la même chose. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Benedetti dit « La psychose nous aide à connaître l'homme, l'être humain. » Parce que c'est dans une relation duel qu'on va avancer et qu'on va progresser pour remettre en cause cette barrière infranchissable qui est entre le psychotique et nous. Et je crois que c'est très important parce que on a une vraie complexité. C'est-à-dire que je l'ai fait aussi pour montrer qu'il ne suffit pas de prendre un psychotique et de le mettre dans la cité au milieu d'une association, même si elle a tous les talents et toute l'humanité possible, pour établir un lien avec lui. Le lien entre lui et le monde est rompu. Le lien entre lui et son identité, qui n'a plus ou qui n'a pas, est rompu. Donc tout ça nécessite une théorisation, tout ça nécessite une relation, et je terminerai sur ce point en disant que pour ce qui concerne la psychose, mais ça ne concerne pas que la psychose, mais en particulier, le soin, ce qu'on appelle le soin, c'est la relation, et c'est rien d'autre. Alors cela dit, quand on a dit ça, on n'a pas tout dit, parce que la relation, c'est compliqué avec un psychotique. Mais c'est la relation, et y compris quand on utilise des médicaments, s'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de soin. J'ai voulu montrer d'abord que la folie, il fallait la sortir d'une vision scientiste, y compris parfois inconsciente, où quand on parle de la folie, on ne parle que de chromosomes, que de gènes, que de systèmes nerveux ou de neurotransmetteurs, et que la folie a une autre dimension. C'est-à-dire que la folie, c'est quelque chose qui appartient à l'humanité, et le fou, c'est quelqu'un qui a une existence. Donc si vous voulez, ce qui m'a frappé, effectivement, ce qui m'a frappé, c'est que sont les surréalistes qui ont posé cette question avec force. Et c'est pas un hasard, parce que finalement, le surréalisme a été un regard nouveau après la boucherie de 14-18, on va en parler beaucoup cette année, a été un regard nouveau sur cette boucherie, sur l'absurdité du monde, et que finalement, qu'est-ce qu'ont dit les surréalistes? Ils ont dit deux choses. Ils ont dit les fous ont le droit d'être fous. Ils ont le droit d'être comme ils sont. Et donc il est scandaleux, Artaud, Desnos, Éluard ont écrit des choses extraordinaires là-dessus, il est tout à fait abject de les enfermer. Mais ils sont allés plus loin que ça. Ils ont dit la folie, elle appartient à l'humanité, elle est capable d'être créatrice, c'est pour ça aussi qu'il y a tout un passage sur les relations entre la création et la schizophrénie, autour de Strindberg, Hölderlin, Van Gogh, etc. dans le bouquin. Et donc voilà ce qu'ils ont dit. Et ils ont dit, il faut le respecter en tant que tel, et il faut respecter le langage de la folie. Et là, ils rejoignent un peu ce que dira plus tard Foucault, en disant, il y a un langage de la folie, et il faut arrêter de parler de la folie avec le langage de la raison, j'allais dire de la déraison, de la raison. Donc ça c'est le premier point. Et puis deuxième point, effectivement, qui m'a frappé, c'est qu'effectivement, la contestation, non seulement la contestation de l'asile, mais ça, bon, la contestation de l'asile, elle peut avoir divers niveaux. C'est-à-dire qu'on peut dire, c'est injuste que les gens soient enfermés, mais eux, ils sont allés plus loin que ça. Ils ont réhabilité la folie en tant que telle. Je rappelle que, par exemple, Éluard a fait avec son ami breton des simulations, des textes qui étaient des simulations de la folie, et que Artaud et Desnos, etc., ont affirmé que la folie était une partie intégrante de l'humanité. Et c'est vrai qu'on peut être surpris par le fait que ce ne soit pas venu de la psychiatrie. Mais en fait, on n'est pas si surpris que ça.
parce que la psychiatrie avait son monde, c'était le monde de l'asile, c'était l'enfermement, c'était des gens reconnus, c'était des gens avec un statut, c'était des gens avec un pouvoir. Alors, évidemment, ils ne pouvaient pas accepter ce genre de choses. Mais en même temps, les surréalistes disent la poésie, c'est-à-dire le fait d'aller chercher dans la réalité des choses que la raison ne nous permet pas de trouver, ça doit entrer en ligne de compte dans le traitement de la folie, enfin dans l'approche de la folie. Et c'est ce qu'a dit Bonafé toute sa vie. Bonafé, il dit, la poésie nous sert à établir ce lien si difficile avec la psychose. Le mouvement des aliénistes, il a été une remise en cause en profondeur, et je rappelle qu'il est né pendant la Résistance, ce qui n'est pas tout à fait un hasard, en particulier dans le fameux asile de Saint-Alban avec François Toscaïès, Paul Éluard, Tristan Tzara, Canguilhem, tous ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, ces gens-là? Ils ont voulu désaliéner, c'est-à-dire qu'ils ont voulu faire en sorte que le fou puisse vivre parmi les hommes tel qu'il est, avec l'aide qu'il faut qu'on lui apporte. Et donc, si vous voulez, le système du secteur, qui est encore, je rappelle quand même, le système de base de l'organisation de la psychiatrie en France, est né de cette réflexion. Mais en même temps, je crois que ce qui est plus intéressant, et c'est ce que j'ai voulu aborder dans le livre, c'est que ça se nourrissait d'une véritable réflexion et d'un véritable héritage. C'est-à-dire que vous avez eu deux grands courants, là je parle des idées, je ne parle pas de l'administration, mais vous avez eu deux grands courants qui sont nés pendant cette époque, qui sont le courant de la psychothérapie institutionnelle avec François Toscaïès et Jean Houry en particulier, et puis le courant du secteur avec Lucien Bonafé. Et l'originalité du système français dont vous parliez à l'instant, c'est justement d'avoir été capable, à un moment donné, malgré les aléas, les contradictions, parfois les oppositions et les ruptures, c'est avoir été capable de créer un système original disant que le cadre, en fait, c'était le secteur, c'était la folie dans la ville, c'était la possibilité d'aller sur la place publique, comme disait Lucien Bonafé, et puis la psychothérapie institutionnelle qui, elle, donne la méthode, donne la façon de progresser dans la conquête de la communication avec le fou. Donc, si vous voulez, c'est une question brûlante, parce que c'est ce qu'on est en train d'abandonner. Pourquoi j'ai voulu faire un livre sur l'humanité de la folie? Parce que la question de fond, c'est est-ce que, quand on parle d'humanité de la folie, il faut bien qu'on s'entende. La question de fond, c'est est-ce que le fou est un humain? Alors vous allez me répondre, ben oui, c'est évident. Eh ben non, c'est pas évident du tout. Et Lucien Bonafé a parlé toute sa vie de ce qu'il appelait la pensée magique qui nous anime, qui fait qu'on pose un regard sur le fou comme quelqu'un qui aurait une essence différente, comme disait Sivanon, une essence différente, comme quelqu'un qui aurait en soi quelque chose de mystérieux et d'inquiétant et de dangereux. Et la conséquence de tout ça, c'est qu'on met une barrière entre lui et nous, même quand on exprime de la compassion, même quand on exprime de la pitié, même quand on exprime de l'amitié, le fou est un être différent de nous. Alors, c'est pratique en un sens, parce que ça nous évite de nous poser des questions, nous, sur notre responsabilité, sur la responsabilité du monde dans sa folie. On n'est pas dans le soin. On est dans la question de la gestion des populations. C'est-à-dire que, si vous voulez, la psychiatrie a l'habitude de ça. L'asile, c'était avant tout une façon de gérer une population marginale et déviante. Donc, on avait trouvé la solution, là, on les avait enfermés entre quatre murs. Le secteur, pour une part, a été aussi ça, contre la volonté, d'ailleurs, des pères fondateurs du secteur, comme Bonafé ou Daumaison. Mais ça a été aussi un peu ça, c'est-à-dire qu'il fallait maîtriser une population, même s'il fallait la maîtriser, même si on avait décidé de la maîtriser d'une façon un peu plus humaine qu'au cours de l'asile. Mais l'idée de contrôle de la population, c'est une idée ancienne, c'est une idée qui date déjà même du 19e siècle. Et j'évoquerai à ce propos Bénédicte Augustin Morel, qui était l'un des psychiatres aliénistes les plus fameux, qui en son temps avait proposé de développer une politique de prévention allant bien au-delà des fous. Et il disait qu'il faut pouvoir pénétrer à l'intérieur des familles. Et c'est Robert Castel, dans son livre extraordinaire « La gestion des risques », qui raconte ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il n'a pas pu le faire. Il n'a pas pu le faire pour deux raisons essentielles. La première, c'est que les aliénistes étaient contre. Ils gardaient leur précaré et leur pouvoir. Donc s'il fallait ouvrir l'asile sur d'autres populations, bon, eh bien, c'était aller contre leur pouvoir. Et puis la deuxième raison, c'est qu'il n'était pas possible avec l'asile de faire une politique de prévention, et je mettrai des guillemets à prévention, s'adressant à tous. On ne pouvait pas enfermer tout le monde, on ne pouvait pas suivre tout le monde.
Donc il fallait trouver autre chose. Et Castel explique bien ça. Il dit, qu'est-ce qu'il fallait faire pour qu'on arrive à ça? Il fallait d'une part qu'on en finisse avec l'asile. On a mis des décennies à en finir avec l'asile. Il a peau dure, l'asile. Il continue d'avoir encore un impact sur la situation actuelle. Mais il fallait déjà en finir avec l'asile parce que la prévention n'était pas possible. Et puis la deuxième raison, c'est qu'il fallait trouver des moyens techniques pour pouvoir surveiller des populations sans que ce soit dans le face-à-face et d'homme à homme, si je puis dire. Et ça, c'est ce qu'on a développé avec l'informatique, les profils de population à risque, avec les possibilités de gérer, etc., etc. Donc, si vous voulez, la santé mentale aujourd'hui, c'est quoi? Par rapport à votre question concernant la psychiatrie. On pourrait en donner une définition rapide. La psychiatrie s'occupait des fous, la santé mentale s'occupe de tout le monde. Et elle s'occupe de tout le monde pourquoi? Elle s'occupe de tout le monde, et après, si vous me le permettez, je terminerai sur la folie. Mais elle s'occupe de tout le monde pourquoi? Pour quelle raison? Parce que, en fait, le système économique et social et politique dans lequel on est confronté à un double problème. Le premier, c'est que le fonctionnement de l'économie et le fonctionnement de la société crée des dégâts considérables. Les cabinets de psy sont pleins, les suicides au travail, ça continue, etc. Donc il faut faire face à ça. Mais plus profondément, il y a cette idée qu'on est dans un système mouvant, changeant, qui n'arrête pas de bouger, qui n'arrête pas de changer, qui maltraite les individus. Il suffit de voir ce qui se passe dans l'entreprise et avec la souffrance au travail. Et donc on a cette volonté de créer un individu marché, c'est-à-dire quelqu'un qui soit flexible, qui soit capable de résilience, qui soit capable surtout d'être compétitif, performant, à tous les moments, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, même si cette situation change. Et fondamentalement, la santé mentale, elle sert à ça. C'est ce qu'on appelle la santé mentale positive. Donc, en gros, on va créer un système, on va créer plutôt un modèle d'individu auquel les hommes et les femmes devront se conforter, sinon, eh bien, ils sont exclus. Alors, vous allez me dire la folie dans tout ça. La folie dans tout ça, c'est qu'elle est considérée, le psychotique, et c'est pour ça que j'ai tellement insisté sur la psychose au début du bouquin, le psychotique, il est considéré comme n'importe quel autre citoyen souffrant. Quand vous faites une crise de démence, on vous emmène à l'hôpital psychiatrique, on vous calme avec une bonne dose de médicaments, puis la première chose qu'on vous dit, quel est votre projet de sortie, quel est votre projet de vie. Donc si vous voulez, on arrive à un système où, on s'occupe de tout le monde, et on va essayer, avec cette politique de gestion des risques dont je parlais à l'instant, donc on s'occupe de tout le monde, et deux, on va faire en sorte qu'il en aille de même pour la folie. C'est pour ça que la folie, elle a disparu. Sauf que ça ne fonctionne pas aussi bien que prévu. Parce que la psychose, et c'est là aussi l'intérêt du chapitre sur Benedetti, la psychose, elle résiste. La psychose, vous savez, on a beau dire à un psychotique, il faut que tu sois autonome, il faut que tu mènes ta vie, etc. Eh bien, c'est pas toujours possible, c'est même rarement possible. Et on arrive à une situation où l'objectif, il est de mettre le plus possible de gens dans la ville, dans la rue, en déléguant à un monde associatif qui est épuisé la mission de s'occuper de ces gens-là quand ils ne sont pas en crise, et où le soin disparaît totalement. C'est-à-dire qu'on a maintenant un système en deux pôles. On a un pôle pour traiter la crise et pour faire le diagnostic, qui est l'hôpital. Et là, le traitement, le soin, c'est plus du soin, c'est du traitement. C'est-à-dire que là, on est dans le dur, on est dans le médicament. Et puis à un autre pôle, on a la gestion de la chronicité par les associations, par le social. Et ça, je crois que c'est ce qui caractérise la santé mentale aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le secteur. Et je terminerai peut-être là-dessus en disant que peut-être le secteur et l'asile avaient en commun, et Bonafé disait que le secteur, de ce point de vue, était l'héritier de l'asile, avait en commun d'être une médecine spéciale. C'est-à-dire une médecine qui avait l'ambition de soigner, mais qui avait aussi l'ambition philanthropique, au moins dans les déclarations, de s'occuper du parcours du patient dans tous les aspects de sa vie. Ce qui pouvait avoir, à certains égards, certains aspects totalitaires, mais qui en même temps avait cette... Là, on a complètement séparé. Et ça, concernant la folie, la santé mentale est là-dessus une révolution. C'est qu'on a totalement séparé, d'un côté, une médecine high-tech, si je puis dire, très performante, enfin qui se veut très performante, et d'un autre côté,
une gestion de la chronicité, qui est une gestion sociale, qui est une gestion misérable, et qui surtout est une gestion qui écarte le soin tel que je l'ai défini au début de notre entretien.